Mwana husomonga we na ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir indescriptible que de partager ces instants privilégiés d'échange avec vous. Un bonheur d'assister en témoin privilégié à la concrétisation, à la démonstration par exemple de cette volonté nouvelle de mettre en valeur les récits des franco-comoriens. Et surtout, les résultats, quand ils sont là, il faut le dire. Deux exemples précis. Rien que ce matin, ici, dans cette salle, un jeune qui souhaite faire du basket, du basket son métier, a trouvé des réponses à ses interrogations. Un autre qui tâtonne pour devenir avocat, par les conseils des juristes présents, il sait quoi faire demain. Je rappelle qu'il y a 11 profils de compétences diverses et variées qui sont là pour informer, conseiller et répondre à toutes les questions. Cela va de la crèche, l'hôtellerie, le sport, des juristes, des avocats, dans l'énergie, le réseau informatique, le digital, la banque, les ressources humaines, les consulting. Je crois que j'ai fait tout le tour. Donc la journée d'aujourd'hui, j'ai oublié, ils vont m'en excuser. Aussi la BD, quoi, les créateurs, les dessinateurs qui sont là, au premier rang. La journée d'aujourd'hui, demain, l'avenir de nos enfants. Ce salon de l'orientation, réservé aux franco-comoriens, répond à cette philosophie qui consiste à mettre en péréquation les attentes des uns et les solutions des autres. Les talents du jour, nos experts, pour une fois, sont des femmes. Faut-il vraiment les présenter? Merci Reva, le réseau des énergies venu d'ailleurs, pour ce casting sublime. J'ai beaucoup de chance, hein, l'alliance entre la beauté et l'intelligence réunie dans deux femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez, deux femmes, deux étoiles montantes de la politique, des Comoriennes en France, deux élus de deux grandes formations politiques dans deux grandes villes en France, l'UMP à ma droite et le PS à ma gauche, ce qui va dire à notre ami national qui fait du fighting politique. J'ai l'honneur de vous présenter Malisa Setsuali, élue à Marseille, qui est doctorante à la et Zenaba Sedandu, adjointe au maire à la Courneuve et conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis, laquelle nous allons explorer deux facettes du sujet du jour. Est-ce que l'école est toujours une ascenseur social, qui sera traitée par Zenaba, une interrogation ô combien légitime et cruciale, face à laquelle elle apportera des éléments de réponse, et Malisa exposera sur l'orientation, comment bien la préparer. Après ces interventions, place au débat. Pour faciliter les échanges et permettre au maximum de personnes de participer, je demanderai à chacun et à chacune de s'inscrire sur la liste et surtout d'être bref et aussi dans la prise de parole. Zeynaba Sedandu, alors l'école, est-elle toujours une ascenseur social? Bonjour à tous. Merci. Tout d'abord, je tenais à remercier Galil de m'avoir convié et l'association Débat. Je tenais à remercier mais vraiment beaucoup Galil et à le valoriser aujourd'hui parce qu'il fait un travail formidable. C'est pas évident de rencontrer autant de personnes et on peut constater aujourd'hui que la communauté comorienne a beaucoup de talent. Ils sont tous réunis aujourd'hui, donc j'aimerais que vous vous applaudissiez. Je fais un bonjour spécial au futur gouverneur. On m'a dit qu'il se présentait, donc j'espère qu'aujourd'hui il est avocat et demain il nous redressera le pays. Alors, l'école, est-ce que l'école est un ascenseur social? Alors, je vais déroger à la règle qu'on a apprise à l'école justement, de ne pas répondre à la question. Je vais commencer par répondre à la question. Pour moi, oui, l'école reste et restera un ascenseur social. Tout d'abord, avant de débuter mon propos, il faut distinguer deux choses. Il y a bien sûr l'éducation, celle qu'on reçoit de nos parents,
parents et proches, enfin l'éducation au sens large du terme, et l'instruction, ce qu'on apprend à l'école. Pour moi, l'école permet d'avoir un socle de base. Et ce socle est nécessaire pour avoir une vie et des connaissances. Bien sûr, il y a les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui ne développent pas. Mais à l'école, on apprend aussi tout ce qui est laïcité, le savoir-vivre, le vivre ensemble et le respect des règles. Et ça, ce qui est beau à l'école, c'est qu'on apprend, quelles que soient nos cultures, nos origines, et aussi nos convictions, que ce soit religieuses et personnelles. Le fait que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans permet finalement à l'enfant de se construire et d'avoir la capacité d'atteindre ses objectifs. Pour ne pas faire de politique, même s'il y en a qui espèrent qu'on se dispute avec Malisa, je dirais que la plupart, que ce soit de droite ou gauche, ont essayé, et ont plus qu'essayé, de faire de l'école un ascenseur social. Maintenant, il apparaît un constat qui est criant, c'est que l'ascenseur peut être en panne. Et souvent, cet ascenseur est en panne dans diverses régions, dans divers quartiers. On n'a pas forcément l'égalité en France sur ce sujet-là. Comment on reconnaît qu'il est en panne? Notamment par l'indicateur le plus criant est le chômage des jeunes. Et là, justement, ce qu'il ne faudrait pas oublier, généraliser, se dire l'école n'est pas un ascenseur social parce qu'il y a le chômage des jeunes. Je sais, je vais être un peu contradictoire, mais il reste quand même, pour moi, la seule possibilité pour que nos jeunes. Alors, on constate qu'il y a des obstacles. Je pense que les différents intervenants ont pu le détailler. Ce n'est pas facile tous les jours. Et l'obstacle le plus criant, c'est le côté financier. On remarque beaucoup, justement, que les moyens ne sont pas là où ils devraient être. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a quelques années, dizaines d'années de cela, quelqu'un qui voulait faire Sciences Po, quand il habitait en Seine-Saint-Denis, ne pouvait pas le faire. Sciences Po a décidé de revoir sa copie et de permettre aux jeunes de nos quartiers d'y accéder. Certes, en proposant des prépas, on va dire, spéciales, mais qui permettent à ces jeunes d'intégrer Sciences Po. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite et une vraie fierté pour les jeunes de nos quartiers de se dire qu'ils ont fait Sciences Po. Aujourd'hui, je peux, autour de moi, dire, moi, j'ai des amis, j'ai des collègues qui ont fait Sciences Po et qui habitent en Seine-Saint-Denis. Maintenant, vous me direz, oui, mais ce n'est pas suffisant. Certes, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus. Et là, ce qui est important de dire, c'est qu'il nous faut les moyens. Bien sûr, je ne mets pas un signe d'égalité entre les années Sarkozy et les années Hollande. Je pense que la nation l'aura compris. Mais j'estime que le rattrapage est en cours. Mais il en faut plus. Il ne faut pas vraiment rester sur nos acquis et dire que on n'a pas assez. Oui, on n'a pas assez, mais il faut se battre pour qu'on ait plus. Malisa comme moi, quelle que soit notre couleur politique, on se battra pour avoir plus. Parce qu'il n'est pas normal que nos jeunes, que nos enfants, que nos frères, que nos sœurs n'aient pas accès à la même qualité de vie parce qu'ils seraient nés au mauvais endroit, entre guillemets. Ce qui m'amène à penser aussi, c'est qu'on dévalorise malheureusement la filière professionnelle. De notre inconscient, où nos parents disent « Vous avez réussi parce que vous êtes parti à la fac. Vous avez réussi parce que vous avez bac plus 10. Vous avez réussi parce que vous êtes capable de faire une thèse ou parce que vous avez soutenu votre thèse. » Malisa, je souhaite être docteur, t'inquiète pas. Mais on ne dit pas aux enfants qu'ils ont réussi parce qu'ils sont plombiers, qu'ils ont réussi parce qu'ils sont électriciens. Et pourtant, c'est tout aussi valorisant. Alors, il faudrait savoir surtout changer nos mentalités, à nous les parents, à nous les grands frères et sœurs, pour dire qu'il n'y a pas de honte de faire un métier manuel et que justement, parce que la personne est partie à l'école, parce que l'enfant a suivi son cursus et que ça l'a intéressé,
que finalement c'est une réussite pour tous et que c'est un ascenseur social. À quel niveau on met, quel indicateur, à quel niveau on met l'ascenseur social? Est-ce que l'ascenseur social c'est parce que j'ai fait Sciences Po ou parce que j'ai fait une prépa HEC, ou est-ce que c'est parce que je m'épanouis dans ce que je fais et je gagne suffisamment ma vie pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille? La question est vraiment là aussi, et je vous la pose, c'est de savoir, vous, à quel moment vous dites qu'on a réussi? Alors c'est vrai que j'avais un peu la discussion avec Gadil en disant, est-ce que parce que je suis élue, j'ai réussi? Je pense que ce n'est pas la vraie question, c'est de savoir quand j'ai eu ce que j'aurais fait de mon mandat pour que mes concitoyens réussissent. Enfin, si vous voulez, moi je voudrais bien répondre à vos questions et surtout avoir un avis sur le mot réussite et ascenseur social. Mais pour ma part, j'estime que l'école reste et sera toujours un ascenseur social. Pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le métier exercé, Galil disait jeudi dernier dans la émission Parfait Désir, quel que soit le métier exercé, soyez les meilleurs, au top niveau pour le métier. Marie, alors, comment bien préparer l'orientation professionnelle? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais commencer, tout comme Zenabel a fait, par féliciter l'action de REVA de manière générale et de Galil en particulier, parce que c'est ce type d'initiative qui nous permettront d'avancer et d'aller toujours plus loin. J'étais un peu embêtée quand Galil m'a donné ce terme parce que je me suis dit, je ne suis pas conseillère d'orientation. Alors comment conseiller au mieux les petits frères et les petites sœurs qui sont ici présents? Peut-être tout simplement en se référant aux expériences que nous avons vécues ou que notre entourage a vécues. Alors, la première chose que j'aimerais conseiller ici aux jeunes qui souhaitent s'orienter, c'est tout d'abord les pièges à éviter. J'en relèverai 3 de manière principale. Le premier piège qu'on fait, c'est qu'on attend. On attend, on se dit, on a le temps de choisir notre orientation. Alors ça se manifeste comment? C'est simple, on se dit, bon, je vais faire un bac général. Parce qu'un bac général, ça m'ouvrira toutes les filières. Et puis après le bac général, ça y est, on a obtenu, bon, je vais faire la fac. Parce que la fac, c'est général, et puis ensuite on verra. Et puis là, on perd quelques années, 1, 2, 3, ah mais mince, j'ai fait la fac et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et là, j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Zainaba, peut-être c'était la formation professionnelle qui m'aurait davantage plu ou qui aurait permis d'atteindre le métier que je voulais. Donc, c'est le premier piège, c'est qu'on attend. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est dès le collège, dès la 4e et la 3e, parce qu'à ce moment-là, déjà, on peut s'orienter, se poser les bonnes questions. C'était le premier piège qu'il faut éviter. Le second piège, c'est de choisir des études et non pas un métier. Ah, tiens, je vais faire droit. Ah non, je vais faire médecine. Sans réellement se demander, mais je vais faire du droit à la fac, mais pour devenir quoi? Parce que le droit, ça peut ouvrir effectivement à pas mal de métiers. Donc ça, c'est la seconde erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. C'est se dire, je veux devenir tel. Et à ce moment-là, choisir les études qui correspondent. Mais pas choisir des études parce que, voilà, tout le monde en parle, ou parce que, là c'est le troisième piège, c'est un effet de mode. La mode en ce moment, c'est la com, c'est les ressources humaines, par exemple. Tout le monde se dirige vers la com et les ressources humaines, et à la fin, peut-être qu'il y a un trop-plein, ou peut-être qu'on ne s'est pas posé les questions des métiers porteurs d'avenir. Là, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup axé, les métiers porteurs d'avenir, j'entends, beaucoup axé vers le numérique, vers les nouvelles technologies, etc. Mais on a tendance à faire des effets de mode parce qu'il y a certains métiers qui sont bien vus, mais ce ne sont pas forcément ceux vers lesquels il y a des débouchés. Donc, je parle en connaissance de cause parce que j'ai souvent ce débat-là avec mes petites sœurs. Elles ont choisi le milieu de la mode et le milieu de l'édition, donc des livres. Ce sont des milieux passionnants, sauf que l'on sait que maintenant le milieu des livres, ça devient plutôt compliqué de trouver des débouchés. Le milieu de la mode, ça c'est encore plus compliqué. Donc
c'est bien d'avoir des passions, c'est bien de suivre la mode, mais il faut aussi que ce soit porteur. Donc ce sont les 3 premiers pièges que je voulais attirer l'attention des jeunes ici présents pour leur dire, posez-vous les bonnes questions. Je vais ensuite développer mon propos sur comment bien préparer l'orientation en 5 étapes. Alors la première étape, ce que je disais à l'instant, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que notre personnalité nous permet de faire? Quelles sont les personnes qui nous inspirent? Quel est le niveau scolaire qu'on est prêt à atteindre? Parce que dans l'imaginaire, on dit toujours que le meilleur métier, c'est d'être avocat ou c'est d'être docteur, mais est-ce que tout le monde a la patience et l'endurance pour aller faire 9 ans, 10 ans, 11 ans d'études? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Aussi, par rapport aux notes, aux compétences qu'on a, est-ce que vraiment c'est en adéquation avec le métier qu'on veut faire? Et là, encore une fois, je reviens aux expériences autour de moi, ou mon expérience personnelle. Je sais qu'au départ, je me suis dit, bon, je vais faire conseiller financier. J'ai tenté, j'ai intégré la Société Générale, j'ai travaillé pendant 1 an, au bout d'1 an, j'ai fait un burn-out. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Il y a ceux qui sont bien dans l'univers commercial, aller vendre, argumenter, convaincre à tout prix. Il y a ceux qui ne sont pas dans cette démarche-là. Et le jour où ma supérieure m'a dit, Lisa, c'est bon, atterris un peu, t'es pas une assistante sociale. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas fait pour le domaine de la banque. Donc la première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. La seconde étape, c'est qu'il faut approfondir ses choix d'orientation. Alors, trop peu souvent, les jeunes vont au contact des professionnels. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une très bonne initiative. Il faut aller au contact des professionnels, il faut aller aux journées portes ouvertes, il faut aller au salon. Et là, les parents ont un rôle très important à jouer, parce que les enfants, ils n'iront pas tout seuls au salon. Ils n'iront pas tout seuls aux portes ouvertes. Il faut vraiment qu'il y ait des parents aussi qui soient très attentifs à cela et qui soient derrière pour les accompagner. Donc, il faut prendre les bonnes informations. Quand on va à une journée porte ouverte ou quand on va à un salon, etc., déjà, c'est pas les mains dans les poches. C'est avec de quoi noter. C'est tout bête, hein, pourtant c'est important. Qu'est-ce qu'il faut noter? Mais il faut demander. Pour devenir avocat, quel est le taux de réussite, par exemple? Quels sont réellement les débouchés? Est-ce qu'en devenant avocat aujourd'hui, on peut exercer? Parce que c'est bien beau parfois, mais vous savez, il y a des avocats qui sont au chômage. Et puis, avocat, il y a quel type exactement d'avocats? Il y a ceux qui sont spécialisés dans les affaires, ceux qui sont spécialisés dans le public. Il faut poser toutes ces questions. Et la formation, elle dure combien de temps? Donc, renseignez-vous, parce qu'au fur et à mesure, finalement, il y a une liste de métiers que vous faites au début, au fur et à mesure, vous allez embarrer. Et finalement, la sélection, elle va se faire toute seule. Vous allez dire, ça va me coûter plutôt cher et j'ai peut-être pas envie de mettre, ou ma famille n'a peut-être pas les moyens de mettre autant d'argent. Même s'il y a tout un système aussi de la République, là je reprends aux valeurs qu'elle a rappelées, qui aide aussi, qui pousse, qui accompagne, qui essaie d'accompagner les jeunes pour réussir. Peut-être que finalement, moi, faire 10 ans d'études, j'ai pas envie, etc., etc. Donc, allez à ces journées, prenez des notes et au fur et à mesure, votre choix va s'affiner. Et lorsque votre choix s'affine, là j'arrive à la troisième étape, il faut confronter ces choix à la réalité. Comment on les confronte? À travers des stages, par exemple. Et là, les programmes scolaires font en sorte que dès la troisième, on peut avoir un premier stage d'immersion. Au lycée également, on a des journées d'immersion. Donc ça vous permet de confronter finalement les choix que vous avez faits au début, quand vous avez débroussé, à la réalité. Vous pouvez aussi voir votre entourage. Vous pouvez poser des questions autour de vous. Il ne faut pas avoir peur d'aller prendre un téléphone tout simplement et dire je vais poser des questions, je regarde dans l'annuaire et je regarde par exemple une fédération de telle profession, n'importe quoi, une fédération d'habillement. Il ne faut pas avoir peur. Prendre le téléphone, appeler et poser des questions. Et comme ça, on confronte finalement ce qui peut être au départ comme étant l'imaginaire, on le confronte à la réalité. Et là, ça permet encore une fois d'affiner clairement votre projet professionnel. Enfin, quand vous avez enfin
choisi, vous avez traversé tout ce parcours de combattant. Il faut valider les choix. Alors, valider les choix, il faut s'inscrire. Combien de fois j'ai vu des jeunes obtenir leur bac, arriver à la fin de l'été, les mains dans les poches, ah mince, j'ai pas d'inscription. Et ben, ça c'est trop tard après, on perd une année. Il y a une procédure post-bac, il faut y aller, il faut s'inscrire. Il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute, puis à la dernière minute faire la fac par défaut et perdre une année. Parce que vous avez l'impression qu'une année comme ça c'est rien, mais une année c'est beaucoup. Et donc il ne faut pas perdre du temps inutilement. Et si on a bien préparé auparavant, au moment de valider ses choix, ça y est, on est déjà dans les starting blocks et ça y est, on peut déjà démarrer la course. Donc c'est très très important de se prendre suffisamment à l'avance, de se renseigner sur les dates, sur les procédures, sur les niveaux requis, sur les modalités d'inscription, parce que la fac, on sait que c'est ouvert à tous, mais peut-être que c'était une école d'ingénieur qui vous intéressait, ou c'était un BTS, et que la deadline, c'était au mois de mars. Donc quand vous arrivez au mois de juillet, c'est trop tard. Donc ça, c'est très très important aussi à souligner. Je vais arriver peut-être à la fin de mon intervention. Pour la 5e étape, c'est une étape particulière, c'est le cas de la réorientation. Ça peut arriver. Vous avez suivi tous les conseils précédents, même s'ils ne sont pas exhaustifs, ils sont basés plutôt sur des expériences. Mais vous vous êtes trompé, alors il faut se réorienter. Tout d'abord, il faut bien réfléchir avant de s'engager. On peut faire un long cursus, je reviens encore une fois dans mon entourage, se dire, bon, je vais à la fac, bon, je commence, je fais une année de bio, une deuxième année de bio, une troisième, j'ai validé, j'ai fait une licence, bon, maintenant je vais en 4e année, mais mince, qu'est-ce que je vais faire avec la bio? Finalement, je m'ennuie, c'est pas passionnant, sauf que j'ai déjà fait 3 ans. Il faut se réorienter. Là, encore une fois, il y a des salons, il faut voir son entourage, parce qu'il y a toujours des passerelles. Finalement, c'est vrai, on a fait 3 ans de bio, mais pourquoi pas? On peut tenter un concours, faire une école de commerce ou autre. Il y a toujours des possibilités d'orientation, mais c'est toujours très difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de bien préparer son projet au départ. Il faut éviter, lorsqu'on fait la réorientation, le zapping scolaire. C'est-à-dire, on a fait une première année de droit. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est dur finalement. Et là, on se dit, on va changer. Mais il faut bien réfléchir parce que le taux d'échec en première année, il est très important. Mais si réellement c'est ce qu'on veut faire, il faut persévérer aussi. On veut redoubler sa première année, ce n'est pas un drame, ça arrive dans un parcours qu'on se loupe à un moment donné, mais il faut continuer. Ne pas tout de suite se décourager et puis faire du zapping et passer à autre chose. Si vraiment c'est ce qu'on veut faire, on peut essayer de faire une seconde année, on redouble, ok, et puis on persévère. Donc avant de se réorienter, tentez vraiment de réussir dans la filière que vous avez choisie. À moins qu'il y ait un profond dégoût, tentez vraiment. Et sinon, si ça ne marche pas, là, faites la réorientation. Mais il y a des conseillers aussi qui sont là pour vous. Souvent, dans les lycées, les élèves, ils ne vont pas tout simplement taper à la porte la conseillère d'orientation. Il faut pousser cette porte-là. Et ça peut tout changer. Plus pour la personne qui fait quelque chose, notamment la personne à droite, ne faudrait-il pas plus avoir des salons qui soient directement dans les lycées, par exemple, pour justement pallier aux problèmes, aux barrières qui peuvent être, il y a des comment y aller, il faut aussi le financier, prendre le bus, prendre les bus payants, et puis on arrive finalement à la source. Ici, c'est là où, comme on a dit, ça c'est là comment on va prendre des décisions. Donc, ce serait une question ouverte. Il ne faudrait pas avoir plus de salons au sein des lycées plutôt que des salons qui existent déjà dans les portes-personnes, etc. Il est vrai que ces initiatives peuvent avoir lieu au sein des lycées, et ça c'est une volonté des lycées en eux-mêmes. Maintenant je vois quelques difficultés pour qu'on puisse réunir suffisamment d'intervenants dans les lycées, c'est de trouver justement tous ces professionnels. C'est pour ça que pour ma part, en tous les cas,
j'ai une préférence pour que ce type de salon se tienne au moins au niveau de la ville et pourquoi pas extérioriser comme les salons de l'étudiant. Maintenant, je ne sais pas de quelle ville vous venez. C'est vrai qu'il faut expliquer à la source. Pour en avoir participé, en tout cas au niveau des lycées de ma commune, ce que j'ai constaté, c'est que les lycéens n'étaient pas forcément préparés à poser leurs questions, comme a développé Malisa justement, et finalement ne participent pas de manière active, étaient plutôt passifs dans le sens où ils n'avaient pas de questions, ils venaient, typiquement je vais vous le dire, je suis intervenue sur le domaine de l'informatique, et ils venaient, ils s'asseyaient devant moi et ils me disent « Est-ce que ça paye ?» Alors je dis, on va peut-être revoir à la source, et moi je veux faire n'importe quoi du moment que ça paye. Alors là je me suis quand même interrogée, je me suis dit, mais tu sais que tu peux avoir un métier où ça paye, comme tu dis, mais il faut bosser. Enfin, tu ne peux pas faire 25 heures par semaine et gagner plus de 3 000 €, c'est pas possible. Et là il s'est dit, non, voilà, ça ne m'intéresse pas, donc il faisait comme ça, et la seule question qu'il posait, c'était est-ce que ça paye? Maintenant, j'estime qu'il faut aussi, comme l'a dit Malisa, se poser les bonnes questions. Donc c'est pour ça que je serais réticente, parce que ça se passe toujours dans les lycées, mais à condition que si ça se fait, les lycéens soient préparés, armés à poser leurs questions, et que ce soit vraiment utile. Le fait que ce soit décentralisé, que ça se passe délocalisé par contre dans d'autres lieux, ça permet aussi aux lycéens de prendre aux lycéens d'avoir la démarche et d'être vraiment actif dans sa réussite et dans sa recherche de métier. C'est pour ça que je trouve que c'est un avantage que ce soit délocalisé. Maintenant, après, ça dépend des villes, ça dépend. Il y a des communes qui sont beaucoup plus actives dessus que d'autres. Parce que, contrairement à ce que voudraient laisser supposer certains, la gauche et la droite peuvent parfois se compléter. La petite boutade, pour certains, ils sont reconnaissants. Pour le fait qu'on fasse venir à l'intérieur des lycées les intervenants, il faut savoir que dans les programmes, il est prévu des accompagnements personnalisés pour les lycéens. Donc ça, c'est prévu déjà au sein de l'école. Et au-delà de ça, les chefs d'établissement, des universités, etc., sont énormément sollicités et il est prévu à l'intérieur du cursus du lycéen des journées d'intégration, enfin des journées de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on amène les lycéens au sein même de ces universités, par exemple, ou ces instituts, pour qu'ils puissent aller au plus proche justement de ceux qui sont amenés à les former. Donc, ce n'est pas effectivement des professionnels, mais ce sont ceux qui vont les former. Donc, ça les permet finalement non pas de ramener les professionnels vers les lycées, mais de ramener tous les lycéens vers ceux qui vont les former. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui sont déplacés. Je commencerai à remercier parce qu'ils ont parlé beaucoup trop de moi, et alors c'est pas de moi qu'il faut parler, mais des gens qui sont avec moi, mes côtés, et surtout mon équipe, parce que c'est eux qui font le boulot. Pour nous, c'est juste la face visible, parce qu'il faut toujours cacher ses armes. Et il y a du monde qui bosse avec moi, et j'aimerais que vous les applaudissiez parce qu'ils font du très très bien. Je voulais également attirer l'attention sur le fait que Malisa vient de Marseille et Marseille, c'est les Comores, et Zainaba, c'est dans une, et Anna Proneuve, et c'est aussi les Comores. Il faudrait aussi qu'on comprenne, parce qu'on fait beaucoup de boutades avec beaucoup d'amis, que là aujourd'hui, ce qui intéresse, ce qui nous intéresse en interne, c'est que pas de gauche, pas de droite, il n'y a pas de Courneuve, il n'y a pas de Marseille, il y a juste les Comores, et je voudrais aussi que vous applaudissiez. Ma question va être un peu plus élevée que ça. C'est qu'aujourd'hui vous êtes venus, vous êtes des élus, vous voyez qu'il y a des gens qui sont venus avec des profils très différents. C'est comment vous allez pouvoir nous aider à faire grandir les enfants dans de meilleures
entre les cursus et le travail de main, et comment vous allez permettre à ce que les enfants d'aujourd'hui atteignent un niveau de vie qui n'est pas celui de nos parents hier. Une grande question, comment faire grandir nos enfants et comment justement faire en sorte qu'ils soient mieux que nous, comme une chanson qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors, Malisa l'avait rappelé tout à l'heure au niveau du stage du 3e, qui est le stage d'immersion. Ce qu'on fait, alors, Gabi, je suis bien d'accord, on ne parle pas de politique, on dit juste sur les actions qui sont menées au niveau du département. Le constat était simple. Quand il y avait un stage de 3e, malheureusement, les jeunes de nos quartiers, eux, atterrissaient soit à l'épicerie du coin, soit à la pharmacie, mais on ne leur proposait pas forcément des lieux de stage qui pouvaient les nourrir dans leur réflexion et dans la réflexion pour leur fourniture en métier. Donc ce qui a été proposé au niveau du département, c'est de taper à la porte de toutes les grandes entreprises qui s'installent en Seine-Saint-Denis, que ce soit SNCF, que ce soit la BNP, de leur dire ok, très bien, on facilite votre venue sur le territoire, mais en contrepartie, vous nous prenez des stagiaires. Parce que nous, on veut que nos enfants aient une vision du métier que vous faites, surtout d'une entreprise qui s'est implantée sur notre territoire. Et ils ont joué le jeu, et donc il y a la bourse justement des stages de 3e. Ça permet à nos enfants justement d'avoir une vision de ce qu'on peut leur proposer dans les entreprises qui sont tout à côté de chez eux. Maintenant, comment élever le niveau de vie? C'est vrai que les parents ont un grand rôle à jouer. Malisa l'a souligné, il faut que les parents soient derrière leurs enfants sans les étouffer, bien évidemment. Pour ma part, c'est vrai que l'information, souvent, je suis assez étonnée de constater que les jeunes, avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition, ne les utilisent pas suffisamment. Moi, je me souviens, à mon époque, et ça remonte un tout petit peu, il y avait le salon d'étudiants, j'allais au CIDJ, qui se trouvait à Trocadéro. Pour quelqu'un qui était de la Courneuve, c'était tout un périple. Enfin, même si c'était qu'à 1h15, c'était un périple. On bougeait pour savoir ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont parfois, attention, je ne fais pas de généralité, attentistes. Ils attendent, ça passe, mais ils ne savent pas, ils pensent qu'on va faire à leur place. Et c'est vrai que les parents, pour le coup, ont un rôle à jouer pour les pousser et leur proposer justement ce type d'information. Alors, je rencontre souvent des parents qui sont désemparés parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas la capacité de conseiller. Et donc notre rôle en tant qu'élu aussi, et Franco Comari, c'est surtout de les aiguiller, de leur dire voilà ce qu'il faut faire, de leur conseiller, de leur proposer, de leur détailler tout ce qu'on propose, tout ce que les jeunes ont à leur disposition pour qu'ils puissent réaliser leur objectif, ou en tout cas le définir dans un premier temps. Elisa. Oui, je pense que l'essentiel a été dit par ma grande sœur. Mais elle a toujours été méthodique, carrée, même quand elle était petite. On se dit derrière. Je vais reprendre pour compléter 3 points. Pour que les générations à venir puissent aller au-delà des générations précédentes, au lieu d'axer d'abord sur les enfants, effectivement, je reviendrai toujours aux parents. Et je reviens finalement sur la nécessité de l'éducation parentale. Alors, on parle généralement, quand d'éducation, on pense aux enfants. Moi, je pense qu'il faut aussi éduquer les parents. Je remets ça dans le contexte. Moi, je viens de Marseille, comme il l'a rappelé tout à l'heure, et là-bas, c'est encore plus criant. Donc, ne pas hésiter, parlez-en, à dire aux parents qu'il n'y a pas de honte à les demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à aller dire voilà, j'ai un souci par rapport à mon enfant, soit moi-même je ne suis pas allée suffisamment loin dans les études, je ne suis pas en mesure de l'aider à faire les devoirs, je ne suis pas en mesure de le guider. Et il n'y a pas de honte de faire appel aux associations parce qu'il y en a beaucoup qui existent, il y en a qui même qui ont fait leurs preuves. Et donc ne pas hésiter ces parents-là d'aller demander de l'aide pour pouvoir mieux encadrer les enfants. Donc c'est la première chose, parce que c'est la base au niveau des parents. Ensuite, il faudrait que nous aussi, grands frères, grandes sœurs, nous assumions aussi notre part de responsabilité pour ces petits frères. Souvent, j'ai parfois le sentiment que les parents ont beaucoup axé sur les aînés,
Mais ça, c'est culturel finalement. On investit beaucoup sur les aînés, sur la grande fille ou sur le grand garçon, et on délaisse les petits, les derniers. Donc c'est à nous aussi d'être là, derrière, de pousser, de soutenir, d'encourager, et de faire en sorte que les petits frères puissent aller aussi loin, voire plus loin que nous. Donc on a aussi notre rôle à jouer. Et puis enfin, s'organiser à travers nos réseaux, à travers nos associations, pour créer des structures de parrainage. Encore une fois, c'est pour aider les jeunes à aller plus loin. Ne pas les laisser isolés, ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, parce que parfois, de par leur histoire, structure familiale ou autre, et des déchirements qu'on peut rencontrer dans la vie, ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes. Et si on pouvait instaurer de manière plus générale, plus globale, un système de réseau de parrainage, ça pourrait aider. Et c'est des systèmes qui existaient et qui aujourd'hui n'existent plus. Là, je reviens encore une fois à Marseille, du Gilet, tout comme on dit. À l'époque, dans les années 80, il y avait par quartier des référents. C'est-à-dire des jeunes qui avaient déjà bien avancé dans leurs études, qui commençaient déjà à s'intégrer dans le milieu professionnel. Et lorsqu'il y avait des primo-arrivants, c'est-à-dire ces autres jeunes qui venaient des Comores, et tout de suite on savait, ah tiens, il y a des jeunes qui viennent d'arriver des Comores qui ont atterri à Blanc-Laou. Ce sont des jeunes lycéens qui viennent pour poursuivre leurs études. Et ils avaient tout de suite un référent. Ils avaient tout de suite un parrain qui pouvait les guider, qui pouvait les accompagner. Et c'était une manière aussi de garder tout le monde, et ça permettait la cohésion, et ça permettait aussi l'émulation et un certain, ça se tirait par le haut. Aujourd'hui, il n'y a plus ces bases-là. Et donc aujourd'hui, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Donc si on pouvait à nouveau recréer ce lien, recréer ces parrains, ces gens qu'on respecte, qui nous conseillent, qui nous guident, ça pourrait aussi permettre aux générations qui viennent et à celles qui viennent aussi des Comores, et ça, j'y tiens aussi particulièrement, parce que aussi, parfois ils viennent et puis ils n'ont plus de repères, ça me permettrait, pour répondre à la question de Gaëlle, d'aider les générations futures à aller encore plus loin. J'aurais une question en revenant sur le même sujet, parce que le discours que vous nous avez tenu toutes les deux, c'est un discours général. Mais comme on est entre nous, on est entre Comoriens, je voulais demander comment briser la spirale des échecs au sein de la communauté comorienne. On est entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour briser la spirale de l'échec, peut-être moi, comme l'a dit Malisa, je suis un peu méthodique, c'est me dire, est-ce que nous, en tant que jeunes Comoriens ou la génération, est-ce qu'on est en échec? Est-ce qu'on a des chiffres pour me dire, quantifier cet échec-là? Mais comme l'a dit Malisa, je pense que la meilleure solution aussi, c'est de recréer le lien. Et par ces initiatives-là, par les actions de l'équipe de Galine, attention, je ne prononce pas que Galine, mais son équipe, on va recréer ce lien-là. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à accepter qu'on me dise que ma génération ou les jeunes franco-comoriens sont en échec. Là, c'est un peu difficile pour moi de l'accepter. On est entre nous. On est obligé de faire certains constats. Et même si ça fait mal, mais tant qu'on n'aura pas fait cette introspection, on ne pourra pas avancer. Et là, j'en reviens à Marseille. Il y a, oui, des échecs. De graves échecs scolaires. Je ne parle pas que de l'élève. S'il vous plaît, n'enfoncez pas le couteau dans la peau. De grâce. Il y a, oui, l'échec. Il y a l'échec scolaire. Il y a l'échec dans la vie de manière générale. Parce qu'on le cache, on ne le dit pas, mais il y a l'échec d'une grande partie de notre communauté quand on va au remède et qu'on voit le taux de personnes d'origine comorienne qui sont au remède. C'est une réalité. Évidemment, il va falloir arrêter cela. Maintenant, comment arrêter cette spirale d'échec? Il n'y a pas de recette miracle, hein. Je ne pourrais pas inventer une réponse. Mais je sais que les parents ont une grande part de responsabilité, je reviendrai toujours sur ce point-là. Pourquoi? Parce que je le vois au quotidien, moi je le vois tous les jours. Comment je peux accepter qu'une petite fille de 9 ans, avec 4 petits frères et sœurs, que ce soit cette petite fille-là qui s'occupe de ses petits frères et sœurs, qui les amène à l'école, qui surveille les devoirs, qui les fasse manger,
alors qu'il y a des parents. C'est pas normal. Donc là, ça commence déjà là, l'échec. Ça commence déjà là parce qu'il n'y a personne pour encadrer, il n'y a personne pour guider. Donc là, il faut remettre aussi les parents face à leurs responsabilités. C'est pas normal que ces enfants-là, au lieu d'avoir des activités, au lieu d'être soutenus, encouragés, eh ben les parents à Marseille, et là je les indexe particulièrement, ils soient tous en journée. Ça, c'est une réalité. Et donc, c'est trouver des solutions, admettre qu'il y a un problème et trouver des solutions. Ça permettra de briser l'échec scolaire et ça permettra de briser l'échec tous ces jeunes-là qui vont vous mettre oh, j'en ai marre, qui disent mais non, c'est faux, il n'y a pas de statistiques, arrêtez, c'est tout ça, c'est des copines. Qui osera me dire à Marseille qu'il n'a pas quelqu'un de sa famille, qu'il n'a pas un ami, soit qui s'est retrouvé dans un corbillard direction pour aller être enterré au Comores, soit qui est en prison. C'est faux, tout le monde en connaît, tout le monde. Donc moi je voudrais à un moment donné qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Ben, ça existe. Et ça existe pourquoi? Et encore une fois, j'en veux aux parents. Pourquoi les parents ne se demandent pas quand la mère, elle voit le fils qui vient, qui leur ramène 1000, 2000, 3000, 4000 euros, pourquoi elle ne se dit pas non c'est pas possible, là stop, il faut que je sauve mon enfant. Moi je le vois tous les jours dans les quartiers nord de Marseille. C'est pas quelque chose, c'est pas le radical. Moi je le vois. Je vois des enfants qui ont l'âge de mes fils, qui sont assis sur une chaise, devant la télé, briser le silence et changer tout ça. Et ça ne passera que lorsqu'il y aura une nouvelle application. Il faut faire un diagnostic qui n'est pas complaisant. Et c'est là où je suis entièrement d'accord avec Madisa. Parce qu'il y a un échec mais qui est cuisant. L'échec est là. Et on fait la politique de l'autruche. C'est pas bien. Moi, je me suis posé des questions. Comment relever le défi? Comment les Comoriens puissent être au diapason du savoir et conquérir quand même le savoir-faire dans un pays comme la France? Je pense que l'éducation a été évoquée, là, l'éducation des parents, c'est une des pistes intéressantes. J'entends par éducation des parents l'alphabétisation des parents comoriens qui sont analphabètes, que leurs enfants passent la plupart de leur temps sur Internet, et si les parents ne sont pas nets et que les enfants passent sur Internet, il y a un vrai problème. C'est la première piste. Il faut que les associations, les structures associatives s'investissent, s'ouvrent davantage aux réalités du monde d'aujourd'hui. Les associations comoriennes qui se trouvent en France, à Marseille, à La Courneuve, ailleurs, puissent intégrer la problématique du développement dans leur thématique. Parce qu'elles sont à côté. Elles sont là, elles pensent au Comores. Il faut que nous soyons réalistes. Parce qu'on a des petits enfants là. C'est fini. Pas médiocre. Nous sommes capables de beaucoup de choses et on peut le faire. On l'a fait. Et donc, il faut dire oui, les enfants comoriens peuvent être professeurs d'université, peuvent être des ingénieurs, peuvent être des avocats, peuvent être des médecins. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Ce pays vous appartient. Il vous appartient aussi de vous l'approprier. Votre place, vous devez l'arracher. On ne va pas vous le donner. Tout à l'heure, Madame Anzoum disait effectivement que les jeunes sont attentistes. Oui, effectivement, ils sont attentistes. Vous ne devez pas attendre. Vous devez aller chercher votre place. Il y a beaucoup d'opportunités en France. Il faut savoir aller les saisir. Les opportunités ne viendront pas à vous. Il faut aller les chercher. Je m'adresse beaucoup aux jeunes et aux parents qui sont là. Je dis, la France offre des opportunités. Il faut aller chercher ces opportunités. Nous sommes venus des Comores, on a conquis notre place ici. Vous n'avez pas le droit d'échec, vous qui êtes nés en France. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a un sujet en France dont tout le monde est d'accord, c'est la liberté d'expression. Tout le monde est d'accord qu'il y a des sujets en France, dans les médias, on l'entend. Il y a des sujets en France qu'on ne peut pas soulever. Nous on est d'accord là-dessus. C'est à partir du moment où vous commencez à dire qui choisit les sujets que les problèmes commencent à vous tomber dessus. Eh bien c'est pareil qu'au Comores. Nous on est d'accord qu'il y a de l'échec. On est là, on se dit oui, les parents et tout ça. Mais c'est quand vous allez dans ce qui est à l'origine de cet échec-là qu'on commence à vous regarder bizarrement. Eh bien le problème est dans notre culture et dans notre mentalité, tout simplement.
Il y a un problème de priorité. L'excellence, ça a un prix. Il faut mettre par exemple son enfant dans une prépa, mettre 4 000 € ou 6 000 € pour préparer son enfant à rentrer dans l'excellence. Mais ces 4 000 €, on les met où, nous? Je ne réponds pas, vous avez la réponse. D'accord? Tous les samedis, si vous voulez retrouver quelqu'un, ne l'appelez pas chez lui. Allez dans une salle de Ukumbi. Et c'est des réalités. Et après, le problème c'est que vous allez voir des parents, ils seront dans des cercles comme ça, ils vont se regarder, ben oui, on est d'accord, oui, ils sont d'accord. Mais c'est pas vrai, ils sont pas d'accord. Parce que le lendemain, elle va dire à son enfant que l'ambition, le sommet des ambitions, c'est qu'elle soit mariée dans une salle de Ukumbi. Finalement, l'enfant finit par intégrer dans sa tête que l'ambition ultime, c'est qu'elle soit mariée dans une salle de Ukumbi. Mais c'est vrai, je le dis, on a l'impression que c'est... Mais c'est des vraies choses, ça. Ça rentre dans la tête et les enfants croient que la plus grande ambition, c'est d'être dans une salle, avoir toute la famille qui est heureuse. Et moi, je dis aussi que c'est aussi de la responsabilité de la nouvelle génération. Parce que nous sommes là, mais demain, on va avoir des enfants. Et les mêmes là qui critiquent ici vont dire à leurs enfants, il faut faire des Ukumbi. C'est pareil, combien de jeunes gens j'ai vus qui parlaient comme nous, et le lendemain ils sont transformés en vieille maman à faire des Ukumbi tous les jours. C'est des réalités. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire. C'est un problème. Et Zemmour ne dit pas que des conneries. Parce qu'il a fait une théorie de 3D. Il a dit que la France, ce qui a détruit la France, c'est une destruction, une dérision. Et je ne sais pas c'est quoi le 3e D. Nous, on a un problème de dérision. De sexualisation. Non, de dérision. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai parlé de ça, vous avez rigolé. Vous avez applaudi. Et quand tu critiques le Handa, tu vas voir des jeunes comme toi qui vont te dire, ah, il même est là. Ils rigolent. Ils ne se rendent pas compte du problème, en fait. C'est un grand problème. Et ça, on peut aller même au-delà de ça. C'est-à-dire, on dit qu'il y a du chômage au pays. Mais qui peut créer de l'emploi si ce n'est nous-mêmes? Et si on prend des 10 000 €, c'est pas une personne ou deux. C'est toute une population qui prend 10 000 € tous les jours. Aller faire des grands mariages. Comment voulez-vous baisser le chômage si on ne crée pas d'emploi? Tout le monde ne veut pas être embauché par la fonction publique. Où la fonction publique va trouver des taxes à payer, même les fonctionnaires, s'il n'y a pas des gens qui créent de l'emploi pour être taxés, pour que ça parte au trésor public. Donc, le problème est dans la mentalité et dans la culture. Et maintenant qu'on a dit ça, alors c'est quoi la solution? Eh bien, je pense que, parce que toi, tu pars dans une candidature de magistrature suprême, de gouvernorat, je pense que le législateur doit intervenir. Faire des lois. Ali a interdit. Je ne dis pas qu'il faut interdire. Il faut se saisir du problème. Discuter à l'Assemblée. Et savoir qu'est-ce qu'on fait de ce péril je n'ai pas envie de dire un cancer. Parce que quand tu dis ça, je vais être long, hein, il y a des affaires. Bon, merci. Merci. Alors, c'est vrai que cette question, elle est toujours là. On dit que notre mal, c'est le Ukumbi. Mais attention, moi, je ne renie pas mes origines, je ne renie pas ma culture. Et si demain on me dit, mais là-bas, tu vas au Ukumbi, je dis, mais bien sûr que j'y vais. Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas pourquoi je devrais renier ce pantalon en disant, est-ce que je ne vais pas prendre de l'argent pour rien, ou je vais mal m'occuper de mes enfants? Je ne vois pas que c'est pas incompatible à mon sens. Maintenant, j'ai tendance à dire aussi que le meilleur cadeau qu'ont fait mes parents, à mes 18 ans, c'est qu'ils avaient fait leur mandat. C'était déjà terminé. Donc, pour ma part, tout allait bien. Je pense que c'est plus profond. C'est pas un niveau de priorité. Parce que si un jeune veut faire une prépa, il y a les moyens financiers pour le faire. Il y a des choses, il y a des prêts qui se font. Où le jeune, il y a des bourses aussi, des bourses au mérite et d'autres bourses, mais il y a aussi des prêts qui se font où le jeune pourra, dès qu'il trouvera un emploi, rembourser ces prêts-là. On dit que le Handa, certes, les familles mettent leur argent dans le Ukumbi, dans le Handa en général. Mais, par contre, ce que je veux dire par là, c'est que c'est, comme j'ai dit, pas incompatible, qu'on peut financer les deux,
et que c'est dans notre culture aussi d'aller danser tous les samedis. Si c'est les mariages, c'est la joie aussi. Ça peut être un objectif de vie. Tout le monde n'a pas l'objectif ou la prétention de créer une entreprise ou de faire HEC ou de faire Sciences Po, juste de faire un mariage et de s'amuser. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est un défaut? Maintenant, votre question portait sur le fait que si on fait le Linda, ça signifie qu'on ne va pas s'occuper de nos enfants. Si j'ai bien compris. On ne va pas créer d'emploi. On va pas créer un emploi. On ne va pas créer d'emploi. Maintenant, je crois que la grande difficulté aussi, c'est que les enfants qui sont là ici, ils n'ont pas la chance de connaître les Comores et des difficultés qui y sont. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui ne s'intéressent pas, comme on a dit, aux Comores parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'y aller ou parce que, justement, là-bas, les billets sont trop chers, on n'a pas la volonté politique aussi d'ouvrir le pays et de permettre à chacun d'y retourner. Donc je pense aussi, c'est une volonté politique de faire en sorte qu'on puisse y aller et développer le pays par le tourisme. Ce qui ne se fait pas. C'est pas qu'une question de Linda, c'est aussi de volonté politique. Je suis désolée, il y a quelque temps, le président du groupe d'amitié France-Comores disait que pour faire atterrir des avions en liaison directe, il fallait faire des travaux. Sauf qu'il n'y a aucune volonté politique aujourd'hui pour le faire et pour accueillir de gros avions. Est-ce que c'est un problème de Linda? On cache derrière ce problème-là et que les vrais problèmes, ils sont sous le tapis. Maintenant, pour parler d'ascenseur social, je pense que les jeunes trouveront, dès qu'ils sauront ce qu'ils veulent faire, et s'ils sont accompagnés pour savoir, et pour accompagner pour qu'on définisse leur projet, ils trouveront les financements. Ils trouveront les financements, et c'est vrai que ce ne sera pas facile, mais bon, Maître Saïd Mohamed l'a dit, il a bien réussi à être avocat alors qu'il est né aux Comores et qu'il a fait ses études de commerce. Kuzaliwa kuwa Kana bani mwananda de collation. Donc si de mon non mais blague à part, je pense pas forcément que les deux soient incompatibles. Ce qu'il y a cependant, c'est que là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'il faut rationaliser. Le truc, c'est que on peut faire éduquer nos enfants, on peut avoir un projet professionnel, avoir un projet de création d'entreprise, etc., ici ou là-bas, mais on peut aussi poursuivre ces traditions, cette coutume, c'est aussi effectivement nos bases. On sait d'où on vient et c'est pour ça qu'on sait où est-ce qu'on va. Donc je ne dirais pas que c'est le Rwanda qui empêche l'émancipation ou l'autonomie ou le développement. Je pense juste qu'il est nécessaire de le rationaliser. Or, actuellement, c'est vrai, il y a cette surenchère. Moi, je pense que je serai amenée peut-être à le faire, effectivement, mais je me refuse cependant à la fameuse phrase qu'ils adorent dire à côté. Ouais, c'est-à-dire, ça par contre je suis pas d'accord. Voilà, donc cette surenchère-là, c'est devenu presque irrationnel. Et là, oui, il faut finalement lutter contre ces dérives. Mais dire par contre totalement abroger, non, là, par contre, je ne vais pas dans ce sens-là, parce que je continue à penser que les deux sont compatibles. On peut réussir sa vie professionnelle, sa vie familiale, etc. On peut poursuivre notre coutume, notre tradition. C'est juste qu'il faut qu'on trouve cet équilibre qui permet de concilier les deux, sans que l'un nuise à l'autre. Par cohérence, je n'avais pas abordé dans le sens du arrière, parce que, comme l'a dit les autres, je vais le faire. Pas demain, peut-être un jour. En conclusion, l'école reste le meilleur ascenseur social. La science, le savoir, les formations professionnelles sont à promouvoir. Il faut mettre l'accent sur le bon choix, a dit Malisa et le guide. Ben ouais. Parents, associations et communication doivent aller de pair pour que nos enfants puissent s'épanouir et trouver leur place ici et là-bas, disait Maître Mohamed Salah.
Un travail d'introspection sans complaisance est à faire, comme le dit Fécré. Accompagnement et réseau sont indispensables, telle la philosophie de Reva. Donc, c'était Zainaba Saïdandu, Malisa Saïtoni. Nous vous remercions et merci beaucoup. Ye masharutu ya umuwahazi